Deuxième émission de la deuxième saison. Aujourd'hui, je reçois Juliane Boisvert. Elle nous avait fait des petites chroniques sur les Jeux olympiques la saison passée. Là, on va parler de la victoire de Montréal. Je reçois ensuite Félix Hébert pour parler de la Ligue nationale, plus précisément des Canadiens de Montréal. Bonjour Juliane. Bonjour Carl. Merci de venir sur cette émission. C'est pas la première fois en fait, mais c'est la première fois dans les studios. Exactement. Ouais, fait que tu sais, on a parlé ensemble la saison passée plus des Jeux olympiques, puis ça a fini abruptement avec l'inondation puis tout ce qui s'est passé. Mais tu nous as fait des belles chroniques, surtout des sports aquatiques puis tout ça, puis justement t'es en plongeon, fait que c'était beaucoup plus facile pour toi de parler de ces sports-là, puis une passion en même temps. Aujourd'hui, par contre, on va parler de hockey, plus précisément de hockey féminin. Et le hockey féminin, je t'en parle avec toi parce qu'on est allé voir un ou deux matchs? Deux matchs ensemble la saison dernière, puis on réalisait qu'on avait à peu près la même vision de ce sport-là, ce nouveau sport-là, le hockey féminin qui apparaît dans la ville de Montréal. Et moi, la première question que j'ai pour toi, c'est, j'en ai parlé la semaine passée, c'est du logo, l'image, tout ça. Il y a eu un gros... la victoire, what the fuck, la victoire, la défaite de la victoire quand ils vont perdre, tous ces trucs-là. Toi, le nom en tant que tel, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te fait rejoindre l'engouement qu'il y a déjà avec cette équipe-là? Je trouve que oui, mais le fait que tout le monde ait attendu, parce qu'ils ont annoncé ça qu'il allait avoir des noms d'équipes et des logos pendant la dernière saison. Donc, tout le monde ont commencé à se faire des idées de que ce serait quoi le meilleur nom pour ces filles-là, puis le logo, puis tout le monde a hâte de s'acheter un chandail. Donc, le fait qu'on se soit fait des idées, puis beaucoup de... en fait, moi, personnellement, je trouve que les Canadiennes de Montréal, ça aurait bien marché. Ouais. Sauf qu'en anglais... c'est ça, mais en anglais, ça aurait été de Montreal Canadiens. Ouais, fait que ça aurait pas marché. Fait que là, la victoire, j'ai fait comme un peu... Au début, je trouvais ça cool parce que, tu sais, ils se sont dit qu'on va y aller confiant un peu, parce que... Mais tu sais, après, quand j'ai commencé à voir les TikTok puis les Reels de la défaite de la victoire, je trouvais ça un peu drôle, mais comme je trouve que ils sont ambitieuses. Puis... Ça vient qu'une pression. Là, ouais, aussi en même temps. Tu t'appelles la victoire. Que tu dois gagner, là, tu peux pas perdre. C'est comme si ton surnom, c'est le gagnant. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux pas vraiment te permettre de perdre. En tout cas, les couleurs, en fait, j'aime bien que ce soit bleu, blanc, rouge comme le Canadien. Mais en même temps, c'est des teintes différentes. Ouais. Donc, on garde le rouge qu'on avait déjà l'année dernière. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça fait comme si... Tu sais, sont canadiennes... en fait, ils viennent de Montréal, comme les Canadiens, sauf que, tu sais, c'est plus personnalisé, c'est plus elles que... Ils se différencient plus, je trouve. Mais tu sais, t'as dit que t'aurais aimé ça aussi que ce soit les Canadiennes, parce que tu le voyais, tu sais, ça a déjà existé, les Canadiennes de Montréal aussi. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne chose aussi que ça s'appelle la victoire, puis qu'on se dissocie un peu des Canadiens, comme ça, c'est leur équipe de hockey, puis c'est pas comme la réplique d'équipe de hockey des gars, mais genre filles, tu sais. Ouais, j'ai vu ce point de vue-là aussi. J'aimais bien qu'il y avait leur propre nom à eux, puis que c'est aussi féminin, la victoire, je trouve ça le fun aussi. Une victoire, c'est vrai. Donc, j'aime bien ça. Puis c'est un nom qui va être obligé d'être prononcé en français, même par les anglophones. Oui, parce que, la victoire. Ouais, ça va pas être The Winners. The Winners. Mais ça, fait que globalement, est-ce que toi, admettons sur une note de 10, là, tu évalues combien le travail marketing cet été de cette équipe-là? Un beau 8. Un beau 8, parce que c'est une bonne idée, mais il y a un clic, tu sais. Il y a un petit que... Ça t'accroche un peu. Ouais. Puis c'est pas nécessairement à cause du nom, puis des nouveaux chandails, puis des nouvelles couleurs que tu vas aller voir des matchs. C'est pas à cause de ça, parce que t'es allé l'année dernière. Ouais, parce que c'est l'idée des filles qui jouent au hockey, puis j'ai trouve autant impressionnante que les gars. Comme j'étais allée voir un match des Canadiens après de voir le match des filles, puis j'ai autant trippé les deux bords. C'était différent, mais les filles sont agressives, ils veulent gagner autant, puis je trouve ça le fun. Je vais toujours continuer à aller en voir. Toi, admettons, tu sais, je voulais en parler un peu plus tard, mais là, vu qu'on est déjà dedans, toi, en tant que femme, de voir justement qu'il y a peut-être une débouchée pour ces jeunes filles-là, tu sais, qui rêvent d'un jour de jouer au hockey, puis là, ils vont pouvoir être payés, bon, c'est pas les mêmes salaires que la Ligue nationale de hockey, là, mais que, tu sais, c'est un début, il y avait pas ça avant, là, ça commence à s'installer. Toi, en tant que femme, comment tu vois ça? Comme moi, je fais du plongeon, donc quand très jeune, je me suis pris une idole, Megan Benfito, donc...
c'est vraiment beaucoup elle qui m'a aidé à comme avancer dans mon sport. Je voulais être comme elle. Je veux faire les Olympiques comme elle. Je regardais comment elle plongeait, son style de plongeon et tout. Donc, ça m'a permis d'avancer dans mon sport. Puis le fait que ces joueuses-là, ils sont mis sur la scène comme ça, puis que tout le monde, le plus de monde qui peuvent les voir en action. Puis je trouve que ça peut aider ces filles-là comme ça m'a aidé moi dans mon sport. Donc, je trouve à continuer, puis à se motiver et tout ça. Puis à se mettre des objectifs comme elle. Donc, je trouve que c'est vraiment... c'est une bonne manière de... inciter les filles à continuer à faire du sport. Même moi, après que j'étais allée voir le premier match, là, j'ai sorti mon but de hockey et j'ai commencé à jouer dehors. Je jouais quand j'étais petite avec mon père en rollerblade, mais là, j'ai ressorti le but puis ça t'a donné un boost. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis c'est pas juste, tu sais, dans les joueuses, c'est aussi tout le staff. Tu sais, mettons, entraîneuse, je sais pas, mais l'entraîneur-chef, c'est une femme. Ouais. La dirigeante, c'est une femme. Les propriétaires, je suis pas sûr, là, mais c'est toute une gestion qui est féminine. Puis ça, il y avait pas ça avant dans C'était mal vu, des fois. Là, mal vu, parce que, tu sais, souvent, on va associer un échec de une de ces femmes-là à la jante féminine et pas juste à la personne. Ouais, mettons que Juliane Boisvert rate son plongeon, ben on va dire que c'est les femmes qui sont pas bonnes en plongeon au lieu de dire que c'est Juliane qui a manqué son plongeon. Fait que ça revient au même dans ce sport-là. Mais sinon, pour venir à la victoire de Montréal, l'année passée, c'était l'équipe de Montréal. Moi, j'écrivais des articles l'an dernier là, puis c'était difficile de trouver une façon différente de la nommer. C'était tout le temps l'équipe de Montréal de la LPHF. L'équipe de Montréal. À un moment donné, c'est comme, OK, les Montréalaises, les Canadiennes. Les joueuses de hockey de Montréal. Les joueuses de Montréal. Fait que je savais plus comment les nommer, mais là, enfin, qu'il y a un nom, ça va m'aider, moi, à pouvoir écrire des articles. Mais sinon, pour venir à la victoire, plus concrètement, elles ont perdu l'an dernier en première ronde contre Boston. Ça a fait mal. Le dernier match était en prolongation. Je pense que c'est une défaite de 3-2, quelque chose de même. Puis moi, je veux savoir, selon toi, au plan, mettons, hockey de ce que tu as vu l'an dernier, à quoi qu'on doit s'attendre cette année, surtout que là, on s'appelle la victoire. Est-ce que tu penses que c'est all-in, genre c'est maintenant ou jamais pour cette équipe-là, avec des joueurs comme Marie-Philippe Poulin, Erin Burroughs, qui sont pas tant jeunes non plus pour des athlètes? Fait qu'est-ce que tu penses que c'est maintenant ou jamais pour cette équipe-là? Ouais, mais je pense que pour vrai, le nom, la victoire, premièrement, ça va les motiver à justement gagner. Puis aussi, je pense que la dernière saison, ils voulaient montrer aux partisans qu'ils pouvaient gagner cette... c'est la coupe, là? Ouais. Ils pouvaient gagner cette coupe-là. Puis... Ils ont perdu. Dans le fond, il y avait 2 rondes. Là. C'était pas comme la Ligue nationale où il y a comme 4 rondes. Là, il y en a 2. Il y a comme, tu commences direct en demi-finale. Il y a juste 6 équipes. Exact. Ils ont perdu dans la première ronde. Fait qu'ils n'ont pas pu se rendre en finale, mais ils ont perdu direct. C'était vraiment décevant. Puis surtout quand j'ai appris ça, je pensais que c'était même pas vrai. Parce qu'il était tellement agressif pendant toute la saison. Puis il était au top du classement. Puis je trouve que c'était décevant, mais... Là, je pense grosses attentes aussi. Sûrement qu'ils ont appris de cet échec-là aussi, puis s'améliorer pour la prochaine fois. Puis en plus, le nom en arrière du dos, je trouve que c'est bien, que ça va les motiver, je pense. Et toi, admettons, y a-tu des joueuses en particulier? Tu sais, je sais que t'es une grande fan de Laura Stacey. Ouais, c'est ça. T'es une grande fan de Laura Stacey, mais y a-tu elle, puis dis-moi pourquoi elle plus précisément, puis dis-moi s'il y a d'autres joueurs dans l'équipe, joueuses en fait, dans l'équipe que tu vas surveiller de plus près, mettons, cette année. Laura Stacey, je l'aime bien parce que, premièrement, elle est rapide. Puis je trouve que à chaque fois qu'il y a une opportunité, c'est tout le temps la première sur la rondelle, peu importe, tu sais. Puis elle est rapide, là, c'est fou. J'en reviens pas. La moitié surtout de la glace. Quand on y va à la Place Belle ou... même si tu vois pas son numéro, tu checkes la plus rapide, puis tu la... c'est elle. Je la trouve écœurante. Je trouve que, tu sais, elle veut beaucoup. Puis je le vois dans son jeu, tu sais. Puis sinon, je trouve que... OK, Marie-Philippe Poulin... Je trouve qu'elle joue un énorme rôle dans l'équipe, OK? Puis on est allé voir, le deuxième match qu'on est allé voir ensemble, elle était pas là, elle était blessée. Ouais. Je trouve que l'équipe, elle a un peu... Ils ont perdu un peu, tu sais... Ils étaient un peu perdus comme un jeu de cartes. Ils savaient pas, il y avait pas de dirigeante, il y avait pas de jeu qui se faisait. Donc, je trouve que faudrait que l'équipe s'améliore un peu sur ce point-là. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle comme leader, si jamais ça réarrive, que Marie-Philippe, ça fait mal. Je trouve que Ambrose, elle a quasiment autant d'expérience que Marie-Philippe Poulin, puis je trouve qu'elle aussi pourrait prendre ce rôle-là de comme je dirige, puis je fais les jeux et tout ça, puis j'aide les nouvelles qui sont dans l'équipe, les plus jeunes. Fait que je trouve qu'elle a été, je sais pas si tu savais, mais elle a été nommée défenseuse de l'année l'an dernier dans toute la ligue. Là. Fait que, tu sais, c'est parce que
est bonne en défense, mais aussi elle est capable de produire à l'attaque. Elle fait des gros jeux sur l'avantage numérique, sur le jeu de puissance de la victoire de Montréal. Elle joue un rôle très important sur la ligne bleue. Là. Fait que, Erin Ambrose, ça pourrait être une de ces leaders-là, je pense. Puis sinon, y en avait-tu d'autres que tu voulais me parler? Peut-être la gardienne de but? Peut-être la fameuse gardienne de but. Anne-Renée Desbiens. Anne-Renée Desbiens. Ben oui, elle, je trouve qu'elle met l'équipe en confiance parce que dès que l'équipe, mettons, échappe la rondelle ou quelque chose, ils savent qu'ils ont une des meilleures gardiennes de but dans cette ligue-là puis qu'ils peuvent comme la backer. L'effet Carey Price, non? Ouais, exactement. Puis aussi, la foule est avec elle aussi, je pense, que tout le monde l'aime beaucoup. Oui. Donc, je pense que Anne-Renée Desbiens, c'est quelqu'un qui peut soutenir l'équipe, je trouve. Garder son équipe dans le match. Donc, puis le calme, surtout. Elle est tellement calme. Là. Elle suit la rondelle de A à Z. Mais à mes yeux, à moi, je pense que c'est la meilleure gardienne au monde. Là, de ce que je vois, je n'ai pas été voir des matchs en Russie, là, mais de ce que je vois, c'est la meilleure gardienne de cette ligue-là. Puis vraiment, quand j'allais voir un match des filles, moi, Anne-Renée Desbiens me rappelle énormément Carey Price avec les Canadiens pour son calme, son talent, la façon qu'elle a de faire des arrêts spectaculaires alors que tu t'y attends pas. Puis oui, des fois, il y a eu des soirs un peu plus difficiles comme tous les athlètes, mais genre, elle dégage une confiance que même d'un gradin, on est comme, va l'arrêter. Là. Ouais, c'est ça. Dès qu'on voit la rondelle partir, on est comme, OK, on est Anne-Renée. On est correct. Là. C'est comme le dernier rempart de l'équipe. Là. Elle est là, puis elle bouge pas. Puis pour conclure un peu tout ça sur la victoire, toi, là, tu sais, l'année dernière, ça a popé, puis ça a marché. Les stades étaient... les arénas étaient pleins à chaque match parce qu'ils ont joué à l'Auditorium de Verdun, que je pense que c'est autour de 5000 places, si je me trompe pas. Place Belle, c'est à peu près 10 000 places, puis c'était plein souvent aussi. Mais ils ont le Centre Bell aussi. Un match au Centre Bell qui était full aussi. J'ai même pas été à m'acheter des billets pour y aller, c'était hallucinant. Mais c'est ça, toi, cet engouement-là pour le hockey féminin, penses-tu qu'il va continuer il va rester stable, il va continuer de monter, ou tu penses qu'il va avoir un petit déclin parce que genre la hype est passée, genre? Je pense un peu... Je veux pas penser ça, mais je pense que le hype est vraiment passé, mais comme... Je trouve que quand même ça va continuer, puis que tu sais, il y a eu quand même beaucoup de matchs la dernière saison, mais sûrement que pas tout le monde a pu s'acheter des billets parce que ça partait vite, tu sais. Mais sûrement qu'il y a plusieurs autres filles qui vont continuer à aller voir ces matchs-là puis continuer à voir leurs idoles jouer, parce que moi, s'il y aurait des compétitions de plongeon à Montréal, tu sais, j'irais tout le temps. Genre, peu importe si j'ai vu 4 matchs ou si on a vu 15, j'irais voir le prochain. Donc je pense que les vrais partisans vont continuer à y aller tout le temps, mais je pense qu'il y en a quand même qui vont se créer aussi. Est-ce que ça va être plus télévisé, tu penses? Je pense que la plupart des matchs qui ont été télévisés étaient à la Place Belle, puis là, tous les matchs sont à la Place Belle. Donc, c'est ça. Et les matchs étaient à RDS et Radio-Canada. Puis je pense que ça va continuer. Je pense pas que ça va changer de place, là. De toute façon, si les matchs sont pas à la télé, ils sont sur YouTube. OK. Fait que les matchs sont tous diffusés, là. OK. Fait que sûrement que, tu sais, les gens vont voir ça à la télé, puis vont faire, je vais peut-être aller voir ça, puis ils vont aller voir, essayer, tu sais. Je pense qu'ils vont quand même... Puis le fait qu'il y a des noms qui sont sortis, c'est comme plus vrai, tu sais. Je trouve que je pense que ça va bien marcher encore une fois. Ça apporte, un truc emblématique. Là, t'as le logo. C'est comme quand les gens s'identifient aux Canadiens, t'as le logo des Canadiens. Là, t'as le logo de la victoire. Fait que les gens qui sont fans de cette équipe-là vont acheter la merch, porter ça fièrement. Exactement. Puis, tu sais, l'année dernière, ce qui a aidé beaucoup, selon moi, l'équipe de la LPHF de Montréal, maintenant c'est la victoire. Mais l'an dernier, ce qui a aidé beaucoup, c'est que les Canadiens de Montréal, ça marchait pas. Exactement. Là, si cette année, les Canadiens, ça marche, là, on va en parler un peu plus tard là, de la blessure de Patrick Laine, inquiétez-vous pas. Mais, tu sais, justement, là, toi, tu suis un peu les Canadiens aussi. Il y a eu la blessure de Patrick Laine qui est arrivée, fait que ça va peut-être réduire les chances des Canadiens de bien performer à chaque match. C'est juste un joueur, mais quand même, c'est tout un joueur. Fait qu'ils vont sûrement se tourner vers les filles pour regarder un peu plus. Est-ce que tu penses que oui? Est-ce comme l'année passée, genre? Ouais. Si ça va mal à Montréal avec les Canadiens, on va se tourner vers les filles. Genre. Ouais, parce que les gens veulent regarder quelque chose. Ouais, c'est vrai que c'est moins cher aussi. C'est plus accessible que, mettons, aller voir un match des Canadiens qui est hyper cher. Pour à peu près la même ambiance. Exactement. Aussi, j'étais plus... Tu sais, le match des filles, on était un peu plus en bas. Les Canadiens, j'étais quand même très haute dans les estrades. Puis il y a beaucoup de jeux de lumière. Je trouve qu'il y avait plus de... c'était au Centre Bell. Oui, je suis pas allée voir le match au Centre Bell des filles, mais les jeux de lumière, je trouve que c'était écœurant, mais... l'ambiance avec les filles aussi, même juste voir les filles jouer, j'avais même pas besoin de lumière. C'est 10 000 de moins, c'est tout. C'est tout. Ben, quand même, c'est vrai que quand tu vas voir un match à la Place Belle, que ce soit le Rocket ou les filles,
l'ambiance est là, tu sais, c'est 10 000 personnes qui crient puis qui encouragent en même temps, c'est loud, là. Ouais. Et l'aréna est plus petit, justement, parce qu'il n'y a pas 20 000 places. Fait que, oui, l'ambiance, tu l'as aussi au Centre Bell, mais comme tu dis, à part les trucs genre de pyrotechnie qu'ils appellent, là, genre les jeux de lumière puis tout ça, il n'y a pas grande différence entre un match des Canadiens puis un match du Rocket ou de la LPHF, là. Genre, l'ambiance est là, les gens qui sont autour de toi sont passionnés. Ce que j'aime plus, par contre, du Rocket puis de la LPHF, c'est que c'est plus familial. Puis tu peux, pour des étudiants, c'est parfait, là. Ouais. Tu peux aller, admettons, le Rocket et les soirées étudiantes, c'est comme 20$ le billet, 25$ le billet. Tu y vas, t'es bien assis, t'es comme derrière le goal, tu vois tout. C'est la même chose pour la LPHF, c'est comme 20 à 50$ le billet, puis t'es bien assis, tu vois tout. Ah ouais. T'as pas besoin de tes lunettes, là. Fait que tu vois très bien pour la LPHF aussi. Fait que... Ouais, moi je pense que ça pourrait conclure un peu tout ce qu'on avait à parler. Sinon, moi je veux juste conclure en disant qu'il y a deux joueuses qu'on va peut-être surveiller cette année. Kyla Barnes, qui était la première choix de repêchage pour l'équipe de la Victoire cet été. Et Lina Ljungblom, qui a joué l'année passée. Elle appartenait déjà à la Victoire de Montréal, mais elle a joué toute l'année dernière en Europe, puis elle s'amène pour jouer avec la Victoire cette année. C'est une attaquante, fait qu'on va avoir un attaquant de plus pour jouer avec Poulain, Stacy et compagnie. Fait que c'est pas mal ça. Merci Juliane d'avoir fait ce petit segment avec nous. Et merci on espère te revoir très bientôt. Oui, merci à toi. Maintenant, avec Félix Hébert, Juliane a disparu, Félix est apparu. Et on va parler des Canadiens de Montréal. Ça va bien, Félix? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Puis t'es venu dans la dernière saison, pas dans le studio, ça c'est nouveau, hein, pour tous les gens que je reçois, ils sont comme hey, on est dans un studio, on n'est plus sur Zoom. Ben ouais, on est dans un studio. Le setup est vraiment meilleur que chez les Nice Mics, il va falloir qu'on commence à y penser. Ben, regarde, c'est mieux que... C'est comment que tu décrivais déjà les tournages des Nice Mics tantôt? Juste en compte, Carl me dit, tu sais, ça ressemble sur dans Nice Mics, je fais comme ça te prendrait un mauvais ordinateur, des problèmes de micro, une table de cuisine un peu bancale, puis ça ressemblerait un peu. Fait que j'upgrade un peu, là, je suis dans un setup un peu plus le fun, là, je vais m'amuser un peu. Ben oui. Puis c'est ça, t'es venu dans la dernière saison pour nous parler un peu des Canadiens de la Ligue nationale, tu faisais des chroniques, t'en as écrit quelques-uns aussi sur le blog. Là, ben, tu sais, moi, la façon que je fais la deuxième saison, c'est un peu différent. Là, tu viens pas faire des chroniques, là, on vient parler d'hockey. Puis on va parler des Canadiens de Montréal, puis de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, et de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. On va commencer avec la blessure de Patrick Laine parce que je pense que c'est ce que tout le monde a retenu dans l'entourage des Canadiens de Montréal. C'est ça. C'est parce que l'acquisition de Laine, ça a été le gros move de l'été pour le Canadien. Tu fais aussi bouger Harris puis des pics pour avoir Laine, puis tout le monde fait comme c'est un bel échange, c'est super bon. Tout le monde est content. Laine, il est content de venir jouer au Canada puis avec le Canadien. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, ça arrive, mais c'est ça. C'est que tout le monde était tellement content. Puis, dans les premières games, bam, ça frappe pleine face. Plus de Laine pendant une couple de mois. C'est son genou, c'est 2-3 mois. C'est ça. Mais tu penses-tu que... L'as-tu vu la mise en échec en tant que telle? Je l'ai vu, j'ai revu des extraits. Je l'ai revu souvent. J'ai essayé de... C'est facile de dire qu'un joueur a fait exprès de vouloir faire un gros jeu puis que c'est tombé comme ça. Fait que j'essaie tout le temps de regarder les séquences plus qu'une fois. De les re-regarder. Puis, tu sais, je veux dire, ça peut encore être dans les deux sens. À mon avis, ça peut autant être je veux faire un gros move puis... Je veux dire, pas nécessairement faire exprès de faire un knee-on-knee, tu sais que c'est très dangereux, mais d'essayer de faire la mise en échec, le jeu de plus pour te faire prendre. Puis je veux dire, c'est dommage que ça ait terminé comme ça. Mais tu sais, est-ce que tu patinais par là, tu voulais prendre la rondelle? J'ai pas l'impression qu'il cherchait la rondelle. Je pense qu'il voulait plaquer. C'est ça, puis que c'est allé vite, Laine s'est tassé, le genou, c'est vraiment dommage. Là. Mais tu sais, Cédric Paré, c'est un joueur dans l'effectif des Maple Leafs, mais il va pas jouer dans la Ligue nationale, on s'entend. Même s'il avait fait ça, même s'il avait fait un clean hit, ça lui aurait pas donné une place non plus dans la Ligue nationale. Pas avec les Maple Leafs en tout cas. Tu sais, l'organisation est stack là, à Toronto. Mais moi, l'impression que j'ai eue, puis je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est que tu sais, il y a eu une grande colère au Québec envers Cédric Paré. Tu sais, il y a eu des menaces envers sa famille et tout ça. Tu sais, moi, je trouve pas ça correct. Tout ce que je peux dire, c'est que Cédric Paré visait pas la rondelle, comme tu dis. Il voulait clairement faire une mise en échec. C'est ça. Mais est-ce qu'il aurait vraiment mis... Parce que quand tu fais un knee-to-knee, genre genou à genou, tu mets
ton genou à toi en péril aussi, tu sais. Fait que je pense pas que c'était dans ses plans de dire, je vais rentrer mon genou dans son genou, puis il va prendre souffrir, la chance que... Exact, que moi aussi, je me fasse... je me ferais pas mal. Exact, je pense pas que c'était ça. Arber Xhekaj, il faut en parler parce que Arber Xhekaj, comment il a sauté sur Cédric Paré après, puis pas juste là, il a mangé une inconduite de match dans la dernière rencontre parce que il est pas discipliné, c'est un bagarreur, c'est un homme dur à cuire, mais on dirait qu'il le fait pas de la bonne façon. C'est-tu d'accord avec moi? Oui, 100%. Là. C'est la façon qui manque. Ouais. Arber Xhekaj, il revient de signer son contrat, puis il y a quand même du beau cash pour un joueur de sa qualité. Puis c'est juste fucking dommage. T'sais, Arber Xhekaj, s'il jouait ses pré-saisons, qu'il jouait clean, qu'il jouait propre, puis qu'il faisait tous ses jeux, Xhekaj, il a sa place à Montréal. N'importe... Genre Struble. Genre, exactement, genre Struble. Puis, si tu fais ça, genre, Xhekaj, il avait sa place à Montréal 100%. Puis là, t'en fais trop. Tu sais, c'est comme... la LNH a parlé de peut-être réduire les pré-saisons. Ouais, de mettre 4 matchs au lieu de 6, puis mettre 84 matchs dans la saison régulière. Ouais. Puis moi, j'ai pas tant de problème à avoir plus de matchs de saison régulière. Moins de pré-saison, ça veut dire moins de préparation, mais t'as plus de matchs dans la saison pour améliorer ton équipe. Mais c'est juste dommage d'avoir des réguliers qui pourraient juste prouver leur jeu puis se remettre dans le bain, qui forcent autant pour être impactant. Puis combien de fois le Canadien s'est battu déjà en pré-saison? C'est pas le moment d'essayer de te faire mal. Ou Kirby Dach s'est battu. Moi, j'ai toujours l'impression, juste une petite parenthèse, Kirby Dach est à une mise en échec de fin de carrière. J'ai toujours l'impression, quand je le vois patiner, là, je me dis, Chris, il se fait étamper, je pense que c'est fini. Ouais. Puis là, il va se battre contre le gars qui l'avait plaqué, Ridley Gregg, dans le match. T'sais. Mais c'est ça, il y a beaucoup de batailles avec les Canadiens. Ça n'a pas de sens. C'est une pré-saison, guys. Puis c'est pas juste à Montréal, là, c'est dans toute la Ligue nationale. Il y a des matchs qui sont robustes, ça se bat. On dirait que tout le monde avait hâte de commencer à jouer, mais tout le monde a comme le chien dans l'âge. C'est un peu bizarre. C'est la première pré-saison que je vois aussi intense depuis que je regarde le hockey. Puis, tu sais, Arber Xhekaj, ça, je sais pas si c'est... tu sais, il y a David Renbacker qui s'est blessé aussi. Là, mais lui, il allait pas faire le club, je pense. Je pense qu'il allait à Laval. Ouais, il y a des très bonnes chances. C'est ça. Puis là, avec la blessure, c'est sûr qu'il va aller à Laval. Mais des Logan Mailloux, Lane Hudson, est-ce que tu penses que ces joueurs-là viennent mettre de la pression à des joueurs comme Struble puis Xhekaj? Puis il y a peut-être Struble qui le vit mieux en fait que Xhekaj. Tu sais, Xhekaj, il essaie d'en faire trop pour garder sa place. Struble, il fait les trucs comme il faisait avant. Il change pas sa façon de jouer. Puis je pense que c'est à cause de ça que Struble va peut-être passer avant Xhekaj. Ouais, moi je regarde la défensive du Canadien cette année. Je check les joueurs. J'essaie de placer ça comme tu veux. T'as des joueurs à Montréal qui sont sûrs de jouer à Montréal en défense. Je veux dire, Matheson, lui, il n'y a pas de pression à se mettre. Place est là. Goulet, il n'y a aucune pression à se mettre. Savard, il n'y a pas de pression à se mettre. Puis là, c'est comme t'as 3 spots à remplir. Ouais, exact. Avec 2 à gauche, puis 1 à droite, je pense. Avec, tu sais, c'est ça. Avec juste des gars que tu viens checker, puis t'es comme... Tu sais, overall, le Xhekaj, c'est comme, tu peux le mettre de n'importe quel... Maintenant, je me dis, tu peux le mettre de n'importe quel des deux côtés. Anyway, il joue pas, il est tout le temps sur le banc des pénalités. Exact. Ça, c'est vraiment dommage, parce que overall, il joue bien. L'année passée, c'est un des rares joueurs du Canadien à avoir eu un plus-moins positif. Ouais, c'est vrai. C'est un des rares. Il a fini sa saison avec +6. Il y a un bon shot aussi. Il y a un très bon tir. Je veux dire, ses jeux de la pointe sont quand même maîtrisés. Ce serait juste le fun de pouvoir plus le voir jouer sur la glace. Tu sais, je veux dire, tu le mets... Quand tu envoies Xhekaj faire un shift, tu l'envoies pas faire un shift, aller sur le banc des pénalités et revenir au banc. Tu veux qu'il l'envoie faire un shift. Exact, c'est ça. Fait qu'il faudrait qu'il comprenne un peu plus son rôle, mais ça me fait penser à quelque chose que Bob Hartley avait dit à RDS, puis je sais pas si t'es d'accord avec ça. Est-ce que ça serait possible d'envoyer Arber Xhekaj sur un 4e trio à l'attaque? Puis là, tu l'envoies vraiment à la Pezzetta, mais il va le faire mieux que Pezzetta, parce que Pezzetta, il est là parce qu'il n'y en avait pas d'autres, là, on s'entend. Mais oui, il est là parce qu'il amenait de l'énergie, puis à Laval, c'est devenu un favori parce qu'il amenait cette énergie-là. Il est arrivé à Montréal, genre 2 présences dans le game, il se battait. Exact, c'est ça. Fait qu'il a amené une énergie à Montréal. Xhekaj avait commencé avec cette énergie-là aussi, mais là, on dirait que c'est trop ce comme passé. C'est ça. Puis peut-être le mettre sur un 4e trio, comme un ailier. Tu sais, on l'a fait avec Nicolas Deslauriers. Ça a été fait avec d'autres joueurs aussi dans le passé. Donc, envoyer un défenseur qui... T'sais, on l'envoie pas sur la glace pour son jeu en tant que tel, on l'envoie sur la glace parce que c'est le shérif, même s'il joue quand même bien au hockey, il a une bonne tête de hockey.
est-ce que l'envoyer à l'attaque serait une bonne décision ou tu penses qu'il faudrait juste l'encadrer et lui dire calme-toi puis reste en défense? Moi, l'affaire, là, c'est qu'à Montréal, on a un très 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 bon groupe de jeunes joueurs. Ouais. Puis moi, quitte à avoir un dernier élite 4e trio que je veux qu'ils prennent un peu de jeu dans la LNH, moi, je mettrais un jeune joueur, puis je commencerais à le développer. Genre Josh Roy, puis compagnie. Tu sais, plus que de prendre un de mes joueurs qui pourrait déjà être établi, qui aurait déjà sa place sûre dans mon alignement, puis de faire comme, non, toi, tu vas aller jouer à l'aile. Mais si tu te dis, je veux pas que mon jeune joueur passe 7 minutes sur la glace par game à Montréal, je veux qu'il en passe 19 à Laval. Ouais. Là, je pense que c'est peut-être une bonne idée de ramener tes joueurs à Laval, voir comment la saison se passe, les laisser se développer ensemble, puis là, peut-être de mettre Jacky à l'aile sur un dernier trio. Je sais juste pas s'il va avoir la vitesse et l'énergie de suivre le reste du trio, parce qu'on a quand même des dernières lignes de gars assez énergétiques qui vont vite. Bon, Gallagher, entre autres. Des gars Jake Evans, puis je pense que Harvey Pinot quand il va revenir, là, pour l'instant, ce serait le Piazzetta. Je pense que ça pourrait peut-être être bon, mais moi, si j'étais Saint-Louis en ce moment, j'essaierais de trouver plein d'autres solutions avant d'arriver à mettre Jacky sur une 4e ligne. Là. OK. Puis, sinon, parlons des Canadiens en général. Ouais. Là, la blessure de l'aîné, ça va être jusqu'en à peu près décembre-janvier, si j'ai bien compris. Reinbacher, on n'en parlera pas parce que c'est plus pour Laval. Je pense pas qu'elle ait joué à Montréal cette année. Mais le Canadien en tant que tel, maintenant, sans l'aîné, avec Kirby Dach qui est tout le temps fragile, où tu vois les Canadiens dans la division Atlantique? Est-ce que tu vois comme les dirigeants les voient dans le mix ou tu vois dans le bas fond du classement? Je pense qu'il y a des divisions où le Canadien serait proche. Ouais. Moi, j'ai entendu beaucoup d'analystes qui disaient, je pense que l'objectif pour le Canadien cette année, c'est de tout le temps être à une victoire, de peut-être passer dans les séries. Pas nécessairement de les faire, mais de rester dedans. Ouais. Puis je suis comme, regarde toutes les autres équipes de l'Atlantique qui ont comme déjà fini leur reconstruction. Ouais. Je veux dire, les Sénateurs, ils ont encore du chemin à faire, mais ils ont leur groupe de jeunes, puis ils ont le mark. Hey, c'est n'importe quoi. Ils viennent de se trouver un goaler. Ouais. Ils ont déjà la bonne défense équipe, jeune. Ouais. Ils ont une bonne attaque avec des vétérans. Fait que les Sénateurs, t'es enlèves du bas. Toronto. Je veux dire, t'as Toronto qui est en haut, t'as Boston qui va rester en haut. Il n'y a aucune chance que le Lightning descende. Boston, c'est intéressant ça. Puis je vais en parler probablement éventuellement avec un autre de nos collègues. Mais les Bruins de Boston, avec ou sans Swayman? Oh! ça c'est bon. Puis j'ai aimé comment celui qui serait numéro 2 si Swayman signe, Jonas Korpisalo. Ouais. Puis lui, on lui a posé la question, tu sais, c'est toi qui commence la saison. Puis j'ai aimé quand il est resté très simple. On m'a rien dit pour l'instant. Non, c'est ça. S'il faut, je vais le faire. Si j'ai pas besoin, je veux dire, je vais prendre mon rôle. Mais ils ont signé beaucoup de gardiens, puis des gardiens de Ligue américaine ou de 3e gardien. Là. Mais on dirait qu'ils ont peur, justement, que Swayman ne reste pas. C'est ça. Parce que ça fait partie de ces équipes-là, les Bruins ou le Lightning, qui sont au top depuis tellement longtemps que tu veux y rester. T'es rendu avec cette culture de victoire-là. Tu penses au Lightning, tu penses 2 coupes de suite. Ouais. L'année d'après, c'était en finale qui était encore, même s'ils ont perdu. Tu penses à Boston, je veux dire, ils ont gagné la coupe en 2011, sont retournés en finale en 2019. Ils sont encore dans le top, ils gagnent encore des games. C'est toutes ces équipes-là qui ont besoin de composer avec ce qu'ils ont pour rester dans le top. Puis ça t'amène à être injuste entre guillemets avec tes joueurs au niveau de leur salaire, parce que c'est pas tous les joueurs qui sont prêts à faire le compromis de Patrice Bergeron de prendre un super petit contrat pour pouvoir finir sa carrière dans son équipe puis aider son équipe. C'est pas tous les joueurs qui sont là pour ça, tu sais, ils veulent une assurance à long terme. Ils veulent une assurance à long terme et tout, tu sais, fait que mettons pour le Lightning, ça a été de laisser partir Stamkos au profit de Guentzel. Fait que tu laisses partir ton capitaine pour aller prendre un autre jeune joueur. Puis Vegas l'ont fait aussi avec plusieurs joueurs. Ils échangeaient le joueur avant que son contrat finisse pour aller chercher un joueur qui était déjà signé à long terme, genre Thomas Hurtle. Exact. Puis le défenseur Pietrangelo, ça a été ça aussi. Fait que tu sais, c'était souvent on remplace quelque chose qui s'en va pour quelque chose qui va être là puis qui va rester. Fait que c'est tout le temps comme patcher des trous. C'est ça, fait que il y a un trou, on le patch puis on continue avec ça, même si c'était un peu magané, tu sais, Tampa Bay c'était magané là. Fait que puis ton noyau vieillit un peu, Stamkos devient plus vieux, Edman devient plus vieux, Kucherov est encore jeune, mais je veux dire, ça vieillit tranquillement. Le groupe vieillit tranquillement. Vasilevskiy aussi. Ça fait partie de ces équipes-là qui sont en train d'essayer de rester dans le top parce que c'est dans la culture de victoire là-bas, puis
ça va être long avant de voir ces équipes-là passer dans une reconstruction, parce qu'ils ont déjà tout le matériel, comme, mettons, la valeur, justement, d'un Stamkos ou quoi. T'as de quoi échanger pour ramener plus jeune, puis tout le temps garder ton équipe alimentée, puis essayer d'aller choisir comme ça. Le Lightning, ils sont dans le top depuis longtemps, là. Je veux dire, depuis le Cavalier puis Saint-Louis, c'est encore une super bonne équipe, puis t'as réussi à aller choisir Vasilevskiy. Dans le draft, t'as réussi à faire ces vols-là. Kucherov, t'as réussi à aller les chercher, ces gars, t'as réussi à aller voler des joueurs puis les développer, malgré le fait que tu sois haut. Ils n'ont pas eu besoin de draft first ou dans le top 10 pour avoir des bons joueurs. Fait que c'est toutes des équipes qui sont en train de composer avec ça puis d'essayer d'y aller. Puis pour les Bruins, c'est sûr que je pense que les Bruins ont espéré longtemps pouvoir signer Swayman, surtout quand ils ont échangé Ullmark. Parce qu'ils se sont dit, on a un plus jeune qui joue mieux pour nous en ce moment. Ullmark, peu importe. Ullmark, il a toujours été bon, mais je pense que dépendant de l'équipe où il peut aller, si les Sens... C'est catastrophique. Si les Sénateurs jouent vraiment mal, comme ils ont pu laisser tomber dans les dernières années, Ullmark fera pas de miracle pour les sauver. Ça a été un gardien incroyable dans une équipe incroyable, puis c'est un bon gardien. Mais Swayman, partout où il va aller, il va pouvoir être un super bon gardien, à mon avis, puis faire gagner son équipe. À lui seul. Plus que Ullmark. Je pense. Puis, fait qu'en ce moment, les Bruins, ils essaient de coller des morceaux. Les Bruins sont bons. Fait qu'ils vont rester bons même sans un gardien étoile. Mais ça serait dommage de devoir patcher des trous avec Korpisalo, qui a été numéro 1 à Columbus, mais dans une équipe de Columbus qui était assez faible. Puis peut-être devoir ramener Bossy de Providence. Ou le gardien YouTuber qu'est-ce soit, qui a signé à Boston aussi. Ça serait quand même drôle. Mais moi, on va conclure les Bruins là-dessus. Puis moi, ce qui me fait peur plus pour Boston, c'est qu'ils viennent d'échanger Ullmark. En disant je vais signer Swayman. Puis là, peut-être tu vas être obligé d'échanger Swayman avant le 1er décembre parce que c'est la date limite pour le signer. Fait que ça fait peur à Boston. C'est pour ça que je vais en parler prochainement avec un autre de mes collègues parce qu'il est partisan des Bruins. Fait qu'il va pouvoir nous en parler davantage. Sinon, pour venir aux Canadiens, la place qu'ils ont dans l'Atlantique. On a tourné dans toute la ligue. On est allé loin. À mon avis, ton top des équipes. Je veux dire, les Panthers sont différents cette année, mais ils vont rester bons. Le Lightning va rester dans le top, même si j'aimerais qu'ils coulent un peu après ce qu'ils ont fait à Stamkos. Toronto va rester dans le top. Boston va rester dans le top. Puis tes 3 autres équipes, les Sénateurs, Détroit et Buffalo. Je veux dire, Buffalo, t'es à 2 points, je pense, l'année passée de faire les playoffs. À la dernière game de l'année, avant que les Capitals gagnent, ils pouvaient encore faire les playoffs. Puis les Caps ont pris le spot. Fait que Buffalo est bon, puis ils sont pas devenus moins bons après avec l'off-season. Les Red Wings sont meilleurs que l'année passée. Leurs jeunes joueurs sont plus vieux. Il y a plus de développement. C'est une division très difficile, je pense. C'est très tough. Parce que cette année, toutes les équipes, jusqu'à Montréal, à mon avis, pourraient avoir un spot de playoff. Gagner, peut-être pas, mais pourraient avoir un spot. T'es comme, on va quand même être obligé d'en flusher. Peut-être 3, là, si les équipes de la centrale sont... non. La métropolitaine. La métropolitaine sont pas, parce que sont pas au niveau. C'est pas très beau en métropolitaine. Là. Les Rangers, pas mal ça. Là. Parce que les Islanders, correct. Les Pingouins, pense pas. Les Capitals, les Devils. C'est mieux. Les Devils, ça pourrait. Les Devils pourraient surprendre. Ouais, les Devils, ça pourrait. Si Markstrom joue bien. Ouais, exact. Les Devils, ça pourrait. Mais et que Hughes se blesse pas. Ouais, les deux Hughes. Les deux Hughes se blessent pas. Les Devils vont être dangereux cette année. Ouais, c'est ça. Ben, sinon, le reste de la division métropolitaine, c'est pas... Comparé à la division atlantique, en tout cas. C'est ça, t'as des chances d'avoir 5 équipes de l'Atlantique puis 3 équipes de la métropolitaine. Mais ça va se battre pour la 5e place. C'est sûr. Ça va s'échanger sans arrêt. Ces équipes-là vont se dépasser, puis je pense pas, justement, que le Canadien est de ces équipes qui va venir prendre des spots. Mais être à 2 points... Tu penses que ce serait l'objectif d'être tout le temps comme à 2, 3, 4 points des séries tout au long de la saison, même si on les fait pas à la fin? L'objectif, pour moi, c'est de rester dans le mix. C'est ça. Parce que t'es plus à ce niveau dans ta reconstruction où tu fais comme, je veux être dernier puis je veux prendre des pics. T'as tes pics, t'es vraiment dans le top 5 des équipes avec les meilleurs prospects. Surtout en défense. Surtout en défense, mais tu sais, même en attaque, t'as du jeune, ça va venir remplacer. Avec Demidov qui est en train d'attendre à Saint-Pétersbourg. Puis plein d'autres jeunes qui vont finir par arriver puis changer. Puis les pré-saisons ont été bonnes pour ça. On a perdu beaucoup de monde qui se sont blessés. C'est gossant. Mais les pré-saisons ont été bonnes pour ça parce qu'on a vu du très bon jeu de beaucoup de jeunes joueurs, je trouve. Là.
Puis sinon, pour conclure tout ça aujourd'hui, ça serait qui le joueur que tu dirais aux gens de surveiller, admettons, dans le début de saison des Canadiens? Dans le début de saison? Jusqu'à l'arrivée de l'année, mettons. Mais tu sais, moi, quand Jarek Laine venait jouer à Montréal, puis quand j'ai vu ce qu'il voulait faire avec les lignes, puis Newhook, Doc Laine, j'ai fait, ça va être le fun de regarder Laine jouer. Ouais. Moi, ce que je veux voir, c'est Newhook jouer. Il a pas fait toute sa saison, mais il a quand même un très bon point par match l'année passée. À peu près 30 en 50. Il a fait, combien de points il a fait? Je l'ai noté. Il a fait quoi, Newhook? Il a quand même été vraiment très très bon. Il a fait 55 matchs, il a eu 34 points. Ouais, ça, à peu près il avait quand même 15 buts. Ouais. Ce qui est une. Puis il jouait très sur bonne... il jouait sur un deuxième trio parce qu'il n'y avait pas d'Ac, mais il jouait très bien Newhook l'an dernier. Moi, j'ai très envie de voir comment Newhook peut jouer une saison complète à Montréal. Puis là, moi, je l'imaginais mieux entouré grâce à l'aîné. Ce sera probablement pas le cas. Mais si Doc joue bien puis qu'il se blesse pas, ben là, Doc Newhook, ça marche quand même bien. Puis là, ça va juste être à voir qui est-ce qui va se ramasser sur l'autre aile. Probablement Anderson. Il y a des bonnes chances. Puis là, t'amènes de la force puis de la combativité. Ça, Anderson, c'est pas un mauvais joueur non plus. T'sais. Anderson, comme... Moi, c'est le joueur que je veux surveiller cette année en début de saison. Surtout, c'est Josh Anderson. Savoir comment il va rebondir à sa saison de 20 points. Là. Il a fait 28 points l'an dernier. Mais c'est pas parce qu'il était pas bon, c'était parce que les chances rentraient pas. Il essayait. Il pouvait taper 2 poteaux dans un match, il pouvait manquer un shot, mais comme il les avait les occasions. Fait que s'il rentre, moi je pense que s'il rentrait toutes les occasions l'an dernier, je pense qu'il y avait 40 points. Fait que ça va être un joueur à surveiller, je pense. Anderson, c'est ça, c'est comme il est arrivé, il a eu plein de chances de marquer, puis il a juste pas marqué. Mais c'est ce joueur-là que tu renverras jamais, mettons, à Laval. Ouais. Tu sais, mettons, il n'y avait pas de balotage. Fait que tu n'as jamais la peur qu'il parte quelque part. Puis même avec son contrat, je sais pas s'il y a des équipes qui vont prendre ce contrat-là. Mais anyway, c'est pas un joueur que tu vas renvoyer à Laval comme tu as renvoyé Armia à Laval l'année passée pour le booster. Exact. Parce qu'il n'a pas besoin d'être boosté. Il est déjà boosté. C'est juste déjà ça dans l'énergie. Fait que peut-être que si tu le fais jouer avec un autre gros joueur qui peut aller devant le filet, il tire, touche un poteau, revient. Genre l'aîné. Mais en tout cas, je veux dire, si tu le fais jouer avec d'autres joueurs, puis que du monde, eux, qui ont de l'opportunisme, puis qui vont scorer des buts plus, peut-être que ça va l'aider. Il va peut-être faire un peu plus de passes. Ça peut être un joueur qui fait des rebonds. Puis peut-être que lui, il peut aller se trouver un rôle dans peut-être ramasser des rebonds pour les autres. Doc, Newhook qui tire plus, puis toi, aller dans le centre parce que t'es le plus robuste de ces trois-là. De ton trio, puis aller faire ces jeux-là, parce que t'es capable de les faire. Là. Josh Anderson, c'est un vraiment bon joueur. J'étais content qu'on l'a eu. Son contrat, il est long, on l'a lock-in longtemps. Fait que, oui, c'est dommage quand il y a une mauvaise saison, parce qu'on se dit qu'il vaut pas son contrat, mais ça lui donne aussi la chance de revenir avec une grosse saison après. Exact. Puis de redonner de la valeur à son contrat. C'est ça. Merci Félix d'avoir participé à cette émission-là. Ça fait plaisir. Moi, je vais juste conclure l'émission en disant que la semaine passée, j'ai fait une bourde avec le CF Montréal. J'avais dit qu'ils jouaient contre Chicago, ils ont joué contre San Jose, mais ils ont gagné. Et là, ce soir, je me trompe pas, ils jouent contre Charlotte FC et sont dans les séries 8e sur 9e pour une place en série. Fait qu'allez voir ce match-là aussi. Sinon, les Canadiens jouent ce soir aussi contre les Sénateurs d'Ottawa. À la semaine prochaine.